Donc, pour moi, comme diplomate qui a vraiment consacré sa vie au rapprochement entre Israël et ses voisins, c'est un grand jour, c'est un jour historique. J'en suis ému et je crois que pour Israël, c'est important de tous les points de vue. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Haïk. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je suppose que pour le diplomate que vous êtes, cette annonce de normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire, même d'émouvant. Comment vous avez réagi, vous, à l'annonce de cette information sans précédent ? Je crois que vous avez trouvé le mot juste en disant émouvant. Vous savez, j'ai grandi dans une terre d'Israël où nous étions complètement isolés. Et puis, en 79, est venue la paix avec l'Égypte. En 94, la paix avec la Jordanie. Et maintenant, 25 ans après, la paix avec les Émirats arabes. Et là, c'est pour moi vraiment, ça me touche profondément, car comme diplomate, j'ai consacré ma vie aux différents processus de paix. J'étais à Camp David avec Begin, Sadat et Carter. J'ai fait partie des négociations qui n'ont pas toujours abouti. Par exemple, nous avons une négociation en 1983 avec le Liban et nous avions conclu un accord de paix qui a été torpillé par la Syrie. Donc, pour moi, comme diplomate qui a vraiment consacré sa vie au rapprochement entre Israël et ses voisins, c'est un grand jour. C'est un jour historique, dramatique même. J'en suis ému et je crois que pour Israël, c'est important de tous les points de vue. Évidemment, premièrement, diplomatique, évidemment, mais économique aussi. Il s'agit d'une grande puissance économique, là. Et d'un point de vue stratégique, il ne faut pas oublier que les Émirats sont face à l'Iran et que, voilà, ça va être plus difficile pour l'Iran maintenant de continuer sa pénétration dans le monde arabe et sa dominance dans le monde arabe. Donc, pour moi, Daniel, ça a été une journée exceptionnelle et j'en suis encore ému aujourd'hui. Alors, en tant que diplomate toujours, lorsqu'une percée de cette taille, de cette envergure se produit, est-ce que l'on doit s'attendre à d'autres développements ? C'est-à-dire que les Émirats sont les pionniers, sont les précurseurs de cette normalisation avec d'autres pays arabes. On parle du Bahreïn, on parle du Soudan, on parle de Oman, et peut-être aussi même, alors on parle du Maroc aussi, et peut-être aussi même de l'Arabie Saoudite. Vous croyez que le verrou a été forcé et levé grâce aux Émirats ? Je veux être un peu prudent parce que voilà, c'est la nature du diplomate qui parle. Oui, tous les pays que vous avez mentionnés, tous sont candidats, qui plus, qui moins, à un rapprochement avec Israël. Mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir maintenant une campagne de pression, justement, sur ces pays que vous avez mentionnés, parce que tout le monde mentionne ces pays. Mais je vois que, par exemple, déjà, avec le Bahreïn, paraît-il, il y a des contacts à ce sujet. Je ne serais pas étonné de voir Oman. Vous savez que Benjamin Netanyahou a visité la principauté d'Oman il y a environ un an, oui, et a rencontré le roi Qaboos. Et je ne serais pas étonné si Oman suivrait elle aussi. Le Soudan, peut-être, encore une fois. Netanyahou a rencontré le président soudanais lors d'une conférence africaine. On parle du Maroc aussi, parce que le Maroc, ce n'est plus dans le Golfe Persique, c'est en Afrique du Nord, comme tout le monde sait. Voilà. Mais vous savez, ça pourrait être le résultat d'une amitié entre le prince héritier des Émirats, d'Abu Dhabi, et le roi Mohamed VI. C'est possible, mais vous savez que le Maroc, nous avions déjà, il y a une vingtaine d'années, nous avions une représentation au Maroc. Mm-hmm. Jusqu'en l'an 2000, jusqu'à ce qu'a éclaté la deuxième intifada, nous avions une représentation au Maroc. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, des touristes israéliens peuvent se rendre au Maroc et qu'il y a des liens entre le Maroc
et Israël. Mais je ne sais pas si en ce moment ils peuvent être formalisés. Je ne sais pas, je l'espère. La même chose avec l'Arabie saoudite. Ça serait le grand prix, évidemment, puisque l'Arabie saoudite est le gardien des lieux sacrés de l'islam. Ça serait le grand prix. Mais je crois que peut-être faudra-t-il attendre encore un peu pour établir des relations diplomatiques pleines et entières avec ce pays. Mais encore une fois, avec l'Arabie saoudite, il se passe des choses. Il y a une coopération stratégique. Nous avons des intérêts communs face aux visées hégémoniques de l'Iran. Donc, ce n'est pas tout ça se passe pas dans un espace vide. Tout ça se passe dans une réalité extrêmement complexe où tous ces pays arabes, sunnites, modérés doivent faire face à la même menace, peut-être pas avec la même intensité, mais avec la même menace auquel nous devons faire face. Donc, ce n'est pas par hasard que l'Iran, hier, a fustigé ces accords et a traîné les Émirats dans la boue et a même menacé d'autres pays de ne pas suivre cet exemple. Donc, ce ne sera pas chose facile, mais comme optimiste, toujours, je crois que oui, il y aura des autres pays qui vont signer un traité de paix avec Israël. Quand cela, est-ce que c'est dans l'immédiat ou peut-être nous faudra-t-il quand même attendre un tout petit peu? Est-ce que pour vous, c'est effectivement, comme le disent les observateurs, la preuve que finalement l'approche prônée par Binyamin Netanyahou, et certains diront par des dirigeants de la droite israélienne, contrairement à l'approche de la gauche israélienne, selon laquelle c'est par le monde arabe que la paix arrivera avec les Palestiniens et non pas c'est par les Palestiniens que la normalisation arrivera avec le monde arabe. Est-ce que c'est, pour vous, c'est-à-dire c'était la doctrine qu'il fallait développer depuis le premier jour? Vous savez, moi, je suis un pragmatiste et je ne crois pas aux doctrines. On prend ce qu'on peut prendre, n'est-ce pas? Nous avons tous été surpris il y a 40 ans par la visite d'Anwar Sadat en Israël. Et là aussi, nous avons conclu un accord sans les Palestiniens. C'est vrai que dans l'accord avec l'Égypte, il y avait un paragraphe qui stipulait une autonomie pour les Palestiniens, mais ça ne s'est pas fait. Et la paix avec l'Égypte dure toujours depuis aujourd'hui. Et je crois que dans le monde arabe aussi, on en a un peu assez d'attendre les Palestiniens. Parce que regardez la situation palestinienne. Ils sont divisés premièrement en deux entités. Vous pouvez vraiment voir deux entités. L'une, l'autorité palestinienne, qui est faible, qui n'est pas vraiment une vraie autorité. L'autre, une autorité terroriste, le Hamas. Même cette nuit, nous avons eu et là, le monde arabe regarde ceci et dit que si nous devons attendre des Palestiniens, nous devrons peut-être attendre des générations. Donc, les plus pragmatistes du monde arabe, comme les Émirats par exemple, comme peut-être demain le Bahreïn, les plus pragmatistes du monde arabe disent nous ne voulons pas attendre, nous pouvons établir des relations avec Israël. Ça ne nous empêche pas de vouloir voir une solution au problème palestinien dans la forme d'un État palestinien, mais pourquoi ne pas établir avant cela des contacts avec Israël? Et ça, c'est une idée qui est en train de se propager dans le monde arabe et qui est très importante et, comme nous l'avons dit au début de notre conversation, peut apporter d'autres fruits dans un futur proche ou peut-être un tout petit peu plus lointain. Alors, ce développement nous permet de parler également de ce que l'on pourrait appeler le prix à payer en échange de cet accord, qui pourrait être donc un renoncement d'Israël à un projet d'annexion de souveraineté israélienne sur une partie de la Judée, de la Samarie. Vous pensez que d'emblée, ce projet d'annexion, il était voué à l'échec, ou alors que finalement, le prix à payer, le jeu en vaut la chandelle? Le jeu en vaut certainement la chandelle. Cette initiative d'annexion, j'aimerais vous le rappeler, était dans la vue américaine, dans le cadre d'une négociation entre nous et les Palestiniens, avec l'établissement, en fin de compte, d'un État palestinien sur 70% des territoires palestiniens. Donc, c'était dès le début une chose que Binyamin Netanyahou a toujours dit, nous le ferons
avec l'accord des Américains. Donc, du moment où les Américains, où Trump a déclaré, il a déclaré il y a 3 jours, que l'annexion n'était plus sur la table, donc il y a eu ici un quiproquo, c'est évident. C'est une paix avec les Émirats contre un projet d'annexion unilatérale. Comme ça, les Émirats utilisent évidemment cette paix pour dire, voilà, nous, grâce à nos efforts de paix, grâce à notre reconnaissance d'Israël, nous avons évité une annexion. Et quand Netanyahou dit que c'est encore possible, oui, peut-être c'est encore possible dans quelques années, c'est peut-être possible si Trump est réélu et revient à son idée initiale. Mais il y a beaucoup de si. Pour l'instant, l'annexion n'est plus sur la table. Un point fini, ça c'est évident. Et ça a été le prix à payer pour établir la paix avec les Émirats, qui est beaucoup plus importante du point de vue historique et qui va peut-être, comme nous l'avons dit durant notre conversation, amener d'autres États plus importants encore que les Émirats à conclure la paix avec Israël. Alors justement, en tant que diplomate, comment vous réagissez au fait que ce genre de négociation, apparemment, n'a pas été mené par les services du ministère israélien des Affaires étrangères ou par un homme comme Gabi Ashkenazi, qui est le chef de la diplomatie aujourd'hui, mais apparemment par des hommes très proches de Binyamin Netanyahou, comme le chef du Mossad, Yossi Cohen. Comment réagissez-vous à ce genre de diplomatie parallèle ? Est-ce que c'est de facto la fin aujourd'hui, dans la réalité actuelle du village planétaire, une sorte de... Les ministères des Affaires étrangères, les diplomates de carrière, n'ont peut-être plus de la même manière leur place pour tenter d'être les intermédiaires entre les deux gouvernements ? Non, ça fait partie malheureusement de la réalité politique en Israël. Nous avons maintenant un gouvernement partagé entre le Likoud et Bleu, Blanc, Kahol Lavan de Benny Gantz. Et durant les négociations secrètes qui ont amené à cette paix avec les Émirats, c'est Netanyahou lui-même qui les a conduits avec les instruments que lui a. Quel instrument a un Premier ministre en Israël? Il a premièrement le Mossad et deuxièmement, il a aussi le Conseil national de sécurité. Et donc, lui, il a conduit, puisque c'était conduit en secret par lui-même, il a conduit ces négociations par ces deux intermédiaires. Maintenant que cela a été établi, à mon avis, c'est une erreur de confier au Mossad de continuer ces négociations. Nous sommes en plein jour, tout le monde sait qu'il va y avoir la paix entre nous et qu'il y a un ministère en Israël qui est beaucoup plus qualifié que tous les autres ministères dans ce genre de négociations, qui a déjà négocié des accords de paix avec d'autres pays, et c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais pour cela, bien sûr, il faudra une coopération entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. Et je ne sais pas à l'heure actuelle quelles sont les relations entre le Likoud et Kahol Lavan qui sont en plein. Ça s'améliore, paraît-il. Ben oui, alors peut-être. Alors je ne sais pas si Netanyahou mettra à la tête de cette délégation quelqu'un du ministère des Affaires étrangères. Ça, je ne crois pas. Mais certainement, il serait juste que des experts du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Il y a des questions juridiques, il y a des questions diplomatiques, il y a des questions de protocole. Il y a toute une série de questions dans lesquelles le Mossad ne s'implique pas habituellement. Et j'attends vraiment de la part de Netanyahou que le ministère des Affaires étrangères soit invité à participer à ces négociations. Il a de précieuses connaissances et je crois qu'il ajouterait beaucoup et faciliterait vraiment une fin positive à ces négociations et rapidement, parce qu'il ne faut pas les laisser traîner. Et là, il y a un momentum qu'il faut prendre et il ne faut pas laisser traîner. On ne peut pas maintenant commencer à négocier des mois et des mois et des mois. Il faut négocier rapidement, conclure
et établir les ambassades chez nous et dans les Émirats. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et bonne journée, Shavua Tov, à bientôt. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous.